Les pierres précieuses ont-elles des pouvoirs magiques? Possèdent-elles des propriétés surnaturelles? Probablement pas. En tout cas, pas dans notre monde. Mais il existe un autre univers dans lequel certaines pierres ont des pouvoirs surnaturels. Cet univers, vous le connaissez forcément, puisqu'il s'agit de l'univers Marvel, qui est un univers qui regorge de super-héros ayant chacun leur super-pouvoir. Et certains artefacts de cet univers possèdent également des propriétés surnaturelles, et c'est le cas de 6 pierres, que l'on appelle les gemmes de l'infini. Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration gémologique consacrée aux gemmes de l'infini dans l'univers Marvel. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite confession à faire. Je n'ai jamais vu aucun des films Marvel ni lu aucun des comics. Voilà, maintenant que c'est dit, vous comprenez que pour cette vidéo, j'ai dû faire beaucoup de recherches et que l'univers Marvel est un univers très complet et très complexe. Donc si jamais je disais des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Les gemmes de l'infini, ou pierres d'infinité, sont un ensemble de 6 gemmes ayant chacune un pouvoir spécifique. Dans le Marvel Cinematic Universe, c'est principalement le personnage de Thanos qui cherche à réunir les pierres sur son gantelet afin d'obtenir le pouvoir d'être omniscient, omniprésent et omnipotent. Il y a en rouge la gemme de la réalité, en orange la gemme de l'âme, en jaune la gemme de l'esprit, en vert la gemme du temps, bleu la gemme de l'espace et enfin violet la gemme du pouvoir. Vous le savez, je suis gémologue, donc je me suis posé la question, quelle est la nature de ces pierres? Est-ce que c'est des saphirs, des rubis, des émeraudes? Eh bien, Marvel ne nous donne pas vraiment de réponse. En fait, il semble plutôt que les pierres d'infinité sont des artefacts à la nature unique. Mais cette réponse n'est pas très intéressante d'un point de vue gémologique, donc j'ai décidé de faire mes propres théories. Pour cela, je me suis basée sur plusieurs axes, notamment la couleur des pierres et leur pouvoir, et après quelques heures de recherche, voici mes théories. Commençons par la gemme du pouvoir. La gemme du pouvoir est une pierre de couleur violette, donnant à son possesseur la capacité de manipuler l'énergie. Il nous faut donc trouver une pierre violette associée à la notion de pouvoir. Et pour le coup, c'est pas vraiment compliqué. Il faut savoir que, historiquement parlant, le violet était une teinture extrêmement chère à produire. Elle était donc réservée à une élite financière qui, bien souvent, étaient également ceux qui possédaient le pouvoir. Ainsi, le violet est devenu la couleur du pouvoir et de la royauté. Et il faut savoir que la royauté, en plus d'aimer le violet pour le statut social qu'il conférait, aimait beaucoup les pierres précieuses pour le statut social qu'elles conféraient. Et donc, on en est venu à chercher une pierre violette qui pourrait symboliser le pouvoir et la royauté. Et la candidate idéale fut toute trouvée, l'améthyste. L'améthyste est la variété violette du quartz, le minéral le plus commun sur Terre. Et c'est également une gemme très facile à monter en bijoux. Historiquement parlant, la royauté sourçait ses améthystes dans les gisements européens, notamment dans le Massif central. Mais de nos jours, les améthystes sont produites majoritairement en Uruguay et au Brésil. Mais pour en revenir à notre pierre du pouvoir, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une améthyste à la couleur assez soutenue. Passons maintenant à la gemme jaune, la gemme de l'esprit. Cette gemme donne à son possesseur la faculté de manipuler l'esprit et le cœur d'autrui. Il nous faut donc trouver une gemme jaune qui a un lien avec l'esprit. Et pour le coup, c'est pas aussi simple qu'avec la gemme du pouvoir. La première pierre à laquelle je pense quand on parle de gemme jaune, c'est le diamant, car comme je le dis souvent dans mes vidéos, le jaune est la couleur la plus fréquente chez le diamant. Mais le diamant n'a pas de lien particulier avec l'esprit. En tout cas, pas historiquement parlant. Et c'est là que je m'aventure dans un terrain dangereux, la lithothérapie. La lithothérapie, c'est l'utilisation des pierres pour leurs propriétés thérapeutiques supposées. Je répète, leurs propriétés thérapeutiques supposées, car aucune étude scientifique n'a su démontrer la véracité de ces propriétés thérapeutiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'évite le sujet généralement. Mais pour le coup, j'avais pas trop le choix parce que sinon mes théories n'allaient pas bien loin.
Donc il se trouve que en lithothérapie, le diamant protège des énergies négatives et favorise la clarté d'esprit. Il se pourrait donc que la gemme de l'esprit soit un diamant jaune. Sauf que la lithothérapie ne précise pas la couleur du diamant. Mais, toujours d'après la lithothérapie, il y a une autre gemme liée à l'esprit, j'ai nommé la tourmaline jaune. Pour être plus précise, la tourmaline jaune favoriserait la créativité, l'intuition et la confiance en soi. Donc, en résumé, elle stimulerait l'esprit. Et donc, on pourrait imaginer que la pierre de l'esprit est une tourmaline jaune. Passons maintenant à la pierre de l'âme, qui est une gemme orange qui donne à son possesseur la capacité de manipuler l'âme d'autrui, donnant un droit de vie ou de mort sur eux. Nous cherchons donc une gemme orange en lien avec l'âme. Et c'est pas évident, car à ma connaissance, aucune gemme orange n'est reliée à l'âme, pas même en lithothérapie. J'ai d'abord pensé à la essonite, qui a un grenat orange, mais qui n'a pas beaucoup de lien avec l'âme. Le terme essonite vient du grec esson, signifiant le plus petit, et il est vrai que la pierre de l'âme se trouve au niveau du petit doigt, sur le gantelet de l'infini. Mais dans le cas de la essonite, le plus petit se réfère à sa densité, qui est plus faible que celle des autres grenats. Mais il y a une autre gemme orange qui pourrait avoir un lien avec l'âme, j'ai nommé l'opale de feu. Quand on pense aux opales, on pense à ces pierres, avec ces couleurs mouvantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais l'opale de feu est un peu différente. Elle n'a pas de couleur mouvante et est d'une seule couleur unie, le orange. Et notre belle langue française possède une expression qui dit « avoir le feu dans l'âme », pour dire que quelque chose nous anime profondément. Ainsi, on pourrait supposer que la pierre de l'âme est une opale de feu, d'autant plus que les opales sont connues pour être assez fragiles, tout comme l'âme humaine. La prochaine gemme sur la liste est la gemme du temps, une pierre verte donnant à son possesseur la capacité de manipuler le temps. Il nous faut donc trouver une pierre verte en lien avec le temps. Quand on pense pierre verte, on pense immédiatement émeraude, mais pour le coup, aucun lien avec le temps. Une autre pierre verte assez connue est le péridot, mais toujours aucun lien avec le temps. Comme je trouvais pas de réponse, je me suis mise à réfléchir au temps, à philosopher le temps. Et ne dit-on pas que le temps coule, qu'il s'écoule? Et il se trouve que le verbe couler a un synonyme peu connu, le verbe fluer, qui vient du latin fluere. Et vous savez quel autre terme vient du latin fluere? Fluorite, une pierre qui peut avoir diverses couleurs, dont la couleur verte. La fluorite tire son nom du fait qu'elle peut fondre assez facilement si elle est soumise à de fortes chaleurs. Donc, en résumé, le temps coule. Couler est un synonyme de fluer venant du latin fluere, tout comme la fluorite, et donc la pierre du temps pourrait être une fluorite verte. Et non, mes raisonnements ne sont pas alambiqués, et sur ce, on passe à la gemme suivante. La prochaine gemme sur la liste est la gemme de réalité. Il s'agit d'une gemme rouge donnant à son possesseur la capacité de manipuler la réalité. Contrairement aux autres pierres d'infinité qui sont toujours solides, la gemme de réalité est parfois liquide. Et on pourrait se dire qu'une gemme liquide, ça n'existe pas dans notre monde. Ce qui est vrai. Mais il y a une gemme qui s'en rapproche, j'ai nommé le cinabre. Le cinabre est une gemme rouge très rare, et ce pour plusieurs raisons. Déjà sa grande fragilité, puisqu'il a une dureté de 2 à 3 sur l'échelle de Mohs, mais également sa composition, puisque le cinabre est un sulfure de mercure, composé à plus de 86% de mercure. Or, vous le savez, à température ambiante, le mercure est liquide. Bon, je suis obligée de casser l'ambiance, ce n'est pas le cas du cinabre, qui maintient une forme solide à température ambiante. Il faut le chauffer à plus de 580 degrés Celsius pour en extraire le mercure sous forme gazeuse, avant de refroidir le mercure pour qu'il atteigne une forme liquide. Mais la gemme de réalité possède également une forme solide. Et donc, on pourrait imaginer que sous forme solide, la gemme de réalité est un cinabre, et que sous forme liquide, c'est du mercure, même si, techniquement parlant, le mercure rouge n'existe pas. Nous arrivons à la dernière gemme de l'infini, j'ai nommé
la pierre de l'espace, qui est une pierre bleue donnant à son possesseur la capacité d'ouvrir des portails de téléportation. Quand on pense pierre bleue, on pense immédiatement au saphir, dont le nom vient du grec saphiros signifiant bleu. Pas de lien particulier avec la pierre de l'espace, si ce n'est la couleur bleue. Une autre pierre bleue assez connue, c'est l'aigle marine, dont le nom signifie littéralement bleu de mer. Encore une fois, pas de lien particulier avec la pierre de l'espace. J'ai pensé à une troisième pierre bleue, la tanzanite, dont le nom vient de la Tanzanie, pays dans lequel se trouve la seule mine de tanzanite, mais encore une fois, aucun lien particulier avec la pierre de l'espace. Alors, comme la couleur menait nulle part, je me suis intéressée à la forme de la pierre, parce que, pendant un temps, la pierre de l'espace est contenue dans un cube nommé le tesseract. Sauf que le tesseract, c'est le contenant, c'est pas la pierre en elle-même. Donc je pouvais pas m'appuyer sur cette forme cubique pour deviner la pierre. Franchement, j'étais pas sûre de pouvoir trouver la réponse. Jusqu'à ce que je tombe sur l'information qui a tout fait changer. En effet, mes chers amis, en 2022, Marvel a collaboré avec East Continental Gems afin de créer le vrai gantelet de l'infini avec des vraies pierres précieuses. Et donc, je vais enfin pouvoir avoir une vraie réponse à ma question, quelle est la nature des gemmes de l'infini? Commençons par la gemme du pouvoir. J'avais théorisé qu'il pouvait s'agir d'une améthyste, et il s'agit d'une améthyste. Un point pour moi. Passons ensuite à la gemme de l'esprit. J'avais dit qu'il pouvait s'agir d'une tourmaline jaune, et il s'agit d'un diamant jaune, que j'avais également évoqué. Et c'est vrai que je comprends ce choix, car le diamant jaune a une brillance nettement supérieure à la tourmaline jaune. Passons maintenant à la gemme de l'âme, que j'avais théorisé être une opale de feu. Et il s'agit en réalité d'une spessartite. La spessartite est une variété de grenat orange, tout comme la essonite. Personnellement, je préfère ma théorie de l'opale de feu, mais il est vrai que les opales sont des pierres assez fragiles, donc je comprends que le choix de Marvel se soit porté sur une pierre plus résistante comme la spessartite. Passons maintenant à la gemme du temps, que j'avais théorisé être une fluorite verte. Et il s'agit en réalité d'une émeraude. C'est là que je commence à me dire que Marvel ne s'est pas cassé la tête dans le choix de ses pierres. Parce que oui, quand on pense pierre verte, on pense immédiatement à émeraude. Et c'est vrai que théoriquement, l'émeraude est une pierre assez résistante. Sauf que, en pratique, les émeraudes sont des pierres très incluses, ce qui augmente leur fragilité. Alors, je comprends le choix de ne pas avoir pris une fluorite, qui pour le coup est une pierre carrément fragile. Mais on aurait pu partir sur une pierre verte tout aussi belle et un peu plus originale, comme par exemple le péridot ou la tsavorite, qui est une variété verte de grenat. Passons maintenant à la gemme de réalité, que j'avais théorisé être un cinabre. Bon, pour le coup, je me fais pas d'idée. Ça peut pas être un cinabre en vrai, déjà parce que c'est une pierre trop fragile, mais aussi parce que c'est une pierre toxique à tailler, à cause du mercure qu'elle contient. Et donc la gemme de réalité est en réalité un rubis. Un choix attendu et toujours aussi peu original, mais d'un autre côté, je comprends l'idée de toujours utiliser les pierres les plus connues, car ça donne une impression de préciosité immédiate, là où choisir des pierres plus niches n'intéresse que les grands passionnés de pierres précieuses. Et enfin, la gemme de l'espace, pour laquelle je n'avais pas réussi à faire de théorie. Il s'agit donc d'un saphir. Bon, toujours un choix pas très original, mais au moins maintenant, j'ai une réponse à ma question. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que moi, je suis forcément biaisée à cause de mes connaissances en gémologie. Est-ce que vous préférez mes pierres de l'infini théoriques ou les gemmes de l'infini officielles de Marvel et East Continental Gems? Il est maintenant temps de noter Marvel en termes de réalisme d'un point de vue gémologique. Et la note que je mets à Marvel est 2 sur 10. Une plutôt mauvaise note, on va pas se le cacher, mais ça s'explique simplement parce que Marvel n'est pas une licence qui se veut réaliste. Et donc forcément, ces pierres précieuses ne sont pas réalistes. Mais c'est pas grave, parce que Marvel n'a pas été créé pour des gémologues. Mes chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette exploration gémologique. Je compte sur vous pour mettre un like et vous abonner si la vidéo vous a plu.
Dites-moi en commentaire quelle œuvre de fiction vous voudriez que j'analyse dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans de prochaines explorations gémologiques.